Qui est le plus fort? Qui est le meilleur? Qui fait l'unanimité? Qui, en revanche, est source de discorde et de débat? Sur les réseaux, dans les bars comme à la télé, un besoin devenu presque vital de hiérarchiser, de comparer joueurs, clubs ou entraîneurs, tenter de simplifier notre sport, de mettre de l'ordre dans la complexité du football. Pourtant, lorsque la comparaison est mal faite, elle se transforme en concours de chiffres, statistiques et palmarès en fait, réduisant le football et ses débats à des équations que personne ne déchiffre. Le vrai enjeu est donc de bien comparer, d'utiliser l'argumentaire pour mieux comprendre le football plutôt que prouver un point. Alors, plutôt que de s'exclamer après une virgule ou devant les opinions les plus tranchées, posons celui de l'interrogation, de la réflexion, de la pensée, ouvrons les guillemets. Comparer les genres de football a-t-il vraiment du sens? Et surtout, à quelles conditions cette comparaison devient-elle pertinente? Si on aime comparer, c'est parce que c'est avant tout un plaisir intellectuel, que cela structure notre compréhension, alimente notre passion et stimule notre imagination. Comparer, c'est une manière de rêver, de se projeter, de revivre ensemble les grands moments du football, entre histoire, culture et émotion. Quel joueur est le plus complet, le plus technique, le plus clutch? Quel joueur a le plus marqué l'histoire d'un pays, d'une compétition? Qui sera la future pépite, le ballon d'or, le prochain couronné? Le problème apparaît donc ailleurs, non pas dans le fait de comparer, mais dans la manière de faire, surtout pour vouloir en sortir vainqueur. Sans cadre, ni critères partagés, la comparaison cesse d'éclairer notre compréhension du jeu. Dès lors, le débat n'évolue plus, il s'éteint. Alors ensemble, revenons un instant à sa base. Par définition, comparer, c'est rapprocher des personnes ou des choses pour examiner leurs ressemblances ou leurs différences. Ainsi, pour bien comparer deux éléments, il est important d'introduire un cadre, un contexte, une sorte d'environnement dans lequel les comparés sont semblables au moins par leur nature. Le football et le basket sont comparables en tant que sport, ou plus encore, en tant que sport de ballon. On parle alors de critères de comparaison, et pour les joueurs de football, c'est pareil. Comparer Michel Platini à Kylian Mbappé n'a pas vraiment de sens, tant l'époque, le style de jeu, le contexte dans lesquels les deux évoluent sont différents dans leur essence. Les éléments comparés doivent donc être assez semblables pour être rapprochés, mais aussi différents pour être distingués. Et par ces critères, on crée une sorte d'entonnoir dans lequel la comparaison gagne en pertinence quand celui-ci se réduit. Deux joueurs, d'une même époque, évoluant au même poste, et pourquoi pas, ayant le même style de jeu. Ce découpage, par exemple, inclut des paramètres tels que la temporalité ou la position sur le terrain, réduisant les distinctions entre joueurs pour une analyse structurée et sensée. D'accord, des paramètres il en faut, des critères, en voilà. Le poste, le club, le nombre de buts, de dribbles réussis, de passes courtes, de passes longues, de passes décisives et de bonnes décisions, de contrôles orientés, ratés, du pied gauche ou du pied droit, des occasions converties, des occasions manquées, de trophées soulevés et d'autres qu'on a touchés du bout des doigts. Vision, intelligence, lecture, compréhension du jeu, entre les lignes, en profondeur, dos au but ou aérien, bref, le plein de narcissisme dans un univers collectif. Au football, tout est critère. Et si tout est critère, alors tout est comparaison. Un problème survint donc. Où placer le curseur? Comment décide-t-on qu'un sujet est plus pertinent qu'un autre? Qu'il en vaut l'examination? Pourquoi choisir le dribble devant la passe? Le tacle derrière le contrôle? Pourquoi le but, personne ne le dépasse? Le point culminant que tout le monde enrôle? Parce que comparer n'est peut-être pas simplement une histoire de similitude et de différence, que cela nous aide à apprécier les qualités uniques d'un joueur et par conséquent à mieux comprendre les styles de jeu. Parce que si la comparaison se fait à deux, elle est d'abord une comparaison de soi-même. Évaluer l'autre pour se comprendre soi renvoie à notre propre position, nos valeurs, nos critères. En comparant, on prend conscience de ce que l'on attend, de ce que l'on espère, de ce que l'on valorise sur ce rectangle vert, ce que l'on considère comme important. Si je compare deux joueurs de football, je révèle en réalité ma propre vision de celui-ci, de ce que j'aime entre la créativité ou l'efficacité. La comparaison devient alors le miroir de mes préférences, de mes attentes,
Et dans ce reflet s'y trouve ma propre identité. Celle qui détermine mes attributs clés jugés cruciaux, polyvalence, anticipation, tacle glissé, auxquels j'applique des poids, une sorte de pondération selon l'importance relative de l'attribut, selon mes priorités. Ainsi, tout ne se vaut pas, pour moi, ni pour l'autre. D'un autre côté, si tout se valait, alors rien n'aurait de valeur. C'est bien pour ça qu'il existe des rois, des dames, des 10 et le 7 de cœur. Le cœur est notre mal du football qui en déforme sa perception. Il est le carrefour des émotions, et comme dit M. Zinedine Zidane, le football, c'est les émotions. Alors pourquoi? Pourquoi persiste-t-on à l'examiner, le décortiquer et comparer ses protagonistes comme une science mathématique? Tout ne se vaut pas, pour moi, ni pour l'autre. La perception d'un joueur, d'une équipe, les vibrations du cœur ressenties lors d'un but, d'un dribble, d'une saison entière au parcours épique. Pour être plus concret, prenons un exemple. 2002, Glasgow, Real Leverkusen, 45e, Zinedine Zidane, demi-volée lucarne. Ce même but sera ressenti différemment en fonction de l'équipe que l'on supporte, du lieu dans lequel nous nous trouvons. Le fait ne change pas, mais sa signification oui. Ce but devient une brique dans la construction du mythe Zidane, où selon le regard, il est un symbole exagéré, surévalué, voire même rejeté. Ce qui touche le cœur se grave dans la mémoire. On biaise alors le raisonnement, le débat, car dans le passé on ne choisit que les bons moments. On ne sélectionne que les bonnes choses, notre cerveau réécrit l'histoire pour lui donner du sens avec les conditions de notre bonheur. Cette forme de nostalgie n'intervient pas directement dans le débat, mais plutôt dans les arguments choisis pour animer celui-ci. Un débat footballistique que l'on présente comme rationnel avec des arguments émotionnellement centrés. On ne débat pas seulement de football, on défend une version intime de l'histoire, de sa propre histoire. Car si ce sport se regarde avec les yeux, se ressent par le cœur, se conserve dans la mémoire, en résulte une illusion d'objectivité dans l'analyse où il est quasiment impossible de faire la part entre les émotions et les faits. Cette subjectivité prend plus de sens dans les comparaisons intergénérationnelles. Lorsque par exemple on cherche à savoir qui est le meilleur entre Ronaldinho ou Neymar. Encore une fois, un conflit de mémoire où l'on mythifie ce que les joueurs ont représenté pour nous à un moment de nos vies. L'affection générationnelle. L'idée selon laquelle on serait bien souvent plus attaché à un joueur que l'on a vu évoluer. Celui de notre adolescence. Pour certains, Neymar. Pour d'autres, R10. Ce n'est pas que leur football respectif était meilleur, c'est nous qui y étions plus réceptifs. Découvrant un sport, des gestes encore méconnus réalisés par ces génies, un émerveillement face à ces émotions neuves. Conversation mondiale entre passionnés. Comparer, c'est parfois attaquer l'identité de l'autre. C'est surtout protéger la sienne pour défendre son joueur, son club, le plat de résistance des rivalités. C'est risquer d'appauvrir notre vision du football par des classements, des critères de jugement. Ce que l'on appelle analyse est en réalité souvent une émotion qui a appris à se justifier. C'est aussi altérer notre propre rapport au football, fragiliser notre objectivité, notre capacité à analyser ce sport et ses enjeux. C'est enfin tantôt mythifier, tantôt dénigrer les joueurs et leurs côtes, les placer sur le littoral d'une pensée majoritaire et peut-être faussement admise. On confond jugement, préférence et analyse. Il ne s'agit pas d'arrêter de comparer, mais plutôt de comprendre et s'accorder sur ce que l'on compare. D'être conscient des biais qui en prennent part, les intégrer et les accepter, ce n'est pas porter atteinte à notre passion, mais permettre de s'élever ensemble pour que plus équilibré et réfléchi soit la discussion.